Conseils, parcours atypiques, retours d'expérience, personnalités inspirantes. Autant de sujets que de profils d'invités. Ça dit quoi? Un podcast pour des étudiants, par des étudiants. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode où nous allons explorer un sujet qui fait rêver autant qu'il interroge, la mobilité internationale. Quelles sont les opportunités, les défis et les réalités de la vie à l'étranger? Aujourd'hui, pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir 2 invités au parcours bien différents, mais qui ont chacun fait de la mobilité internationale une aventure personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous accueillons un ancien rugbyman professionnel et diplômé de l'ESMA. Notre premier invité a vécu dans 4 pays différents au cours de ses 5 années d'expatriation. L'Angleterre, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et maintenant l'Indonésie, où il occupe un poste de directeur des opérations. Bonjour Grégory et merci d'être avec nous. Bonjour. Notre deuxième invité a commencé son parcours international en 2012 avec un programme PVT, donc programme voyage-travail au Canada. Après avoir obtenu son Master 2 à l'ESMA, il a choisi Vancouver comme destination pour perfectionner son anglais. Bonjour Grégoire. Bonjour. Et bienvenue. Merci. On va donc commencer par un petit brise-glace si vous êtes OK avec ça. Alors on va vous poser quelques questions pour un petit peu plus vous connaître. C'est ça. Alors, en premier, on va vous demander un objet à mettre dans son sac à dos avant de partir à l'étranger. Bon, si je me lance pour commencer, pour moi, ce sera de la nourriture. Ouais, je suis très fan, je suis très gourmand. Et par peur de ne pas savoir sur quoi tomber, c'est vrai que je suis toujours parti avec un petit goûter. Et toi? Et moi, je dirais un chargeur externe. Je pense que c'est la base. Je ne me rappelle pas d'un seul voyage où, à un moment donné, ma batterie ne m'a pas joué des tours. Donc voilà, encore le week-end dernier, j'étais à Madrid et j'avais pas de chargeur externe et j'avais plus de batterie le soir. C'était tout illuminé, j'ai pas pu prendre de photos. Donc voilà. Les photos. Les photos et la nourriture. C'est ça. C'est ça. 2 priorités en voyage. Un objet que vous aurez ramené volontiers de votre expérience à l'étranger. N'importe quelle expérience. En plus, c'est vrai, mais je vais continuer sur la nourriture, pardon. J'ai souvent ramené des choses atypiques à goûter, que j'ai goûté là-bas, et pour faire goûter à ma famille, souvent quand je revenais. Et c'était des réussites ou pas tout le temps? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a eu des sacrés fails, hein. Ouais. Des chocolats salés. C'était un peu étrange des fois. Mais plus souvent, quand même, c'était des belles réussites. Vraiment des fruits confits, des chips de mango, choses maintenant qu'on trouve un peu par ici. Mais c'était authentique, surtout en Asie, d'en avoir, quoi. Ouais, de bonnes découvertes. Et toi, Grégoire? Bah moi j'avais pensé aussi à la nourriture, mais du coup je vais pas paraphraser. Je suis plutôt du genre un peu ringue, mais j'aime bien ramener des trucs, tu sais, genre le magnète du frigo, Ouais. la tasse. Ma Bon, passion. du coup dans mon placard j'ai pas mal de tasses très très moches, mais au moins quand je les vois je me rappelle des voyages que j'ai fait, donc c'est sympa. Moi, j'aime bien cette idée. Ouais, moi aussi, les magnettes et tout ça. C'est ça, C'est trop exactement. C'est le souvenir. Ouais, exactement. Quand tu peux pas prendre de photos parce que t'as pas de batterie, bah voilà. Ouais, puis quand tu ouvres les placards, au moins, ça te rappelle les voyages que tu as fait. Donc, C'est ça. Et enfin, du coup, on va vous demander une anecdote que vous racontez en boucle depuis que vous êtes rentré. Pour moi, je pense que ça va être la moto sans le casque. Le taxi-moto. Voilà. En Asie, c'est très courant, très commun. Là-bas, surtout en ville, dans les grosses villes, type Bangkok, Jakarta et autres, le taxi-moto est roi, même pour faire 20 mètres. Mais vraiment, hein, pour faire un coin de rue. Donc il y a des petites stations, il y a tous les taxis-motos qui attendent. Donc c'est des scooters, hein, des tout petits scooters, et on monte dessus, très souvent sans le casque. Mais là, de plus en plus, ils nous proposent le casque, en effet, hein, mais c'est pas du tout la norme. Mais la moto sans le casque, c'est un peu le truc hors du commun. Et le chauffeur non plus, il n'a pas de casque. Pas tout le temps, non. Ok. Voilà. Et toi? Moi, je vais quand même raconter une anecdote qui s'est passée pendant mon année au Canada. Alors, pas tout à fait au Canada, parce que j'ai fait un road trip en Californie.
avec un pote que j'ai rencontré là-bas. Et on arrive à San Diego, puis le temps était pas dingue, donc on a décidé d'aller à Palm Springs. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez Palm Springs, donc c'est un désert californien. C'est là où il y a Coachella, non? C'est là où il y a Coachella, c'est ça. Et nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas Coachella, mais il y avait un événement de motards. Alors, le truc improbable, on devait se prendre un hôtel, tout était hors de prix. Si c'était pas complet, c'était complètement inaccessible avec notre budget de l'époque. Et donc, on s'est retrouvés là-bas, dans un monde absolument incroyable, avec un monde de fous, des soirées de fous, à dormir dans notre voiture. Et on a passé la soirée entière à essayer de rencontrer, trouver des gens chez qui on allait pouvoir dormir. Bon, ça l'a pas fait, apparemment. Ça leur a pas plu. Donc, cette histoire avec cet ami en question, avec qui je suis toujours en contact, de temps en temps, on se la raconte. Et encore aujourd'hui, 12 ans plus tard. Voilà. Donc, dormir dans sa voiture à Palm Springs, c'est ça, exactement. Ok, ça c'est pas ordinaire, hein. C'est génial comme anecdote. Ouais, et en plus, je crois qu'il y a même des risques. Enfin, le lendemain, on nous a dit que c'était presque dangereux, qu'il y a des serpents. Enfin, là, on avait dormi, il aurait pu y avoir un serpent qui entre. Enfin, bref, bon, c'est pas allé jusque-là, mais en tout cas, voilà, bon souvenir. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, on va passer, si vous le souhaitez, à l'échange libre. Mais d'abord, on voulait juste vous poser une petite question, surtout à toi, Grégory. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le statut d'expatrié ? Ok, donc je vais en différencier deux bien précis. Okay. Le terme d'expatrié, c'est quand on est employé par une entreprise française, donc on a un contrat français, et on est déployé, envoyé à l'étranger dans la filiale de cette même entreprise. Et ça, un contrat d'expatrié, normalement, il a une durée déterminée dans la filiale, avec donc une projection de retour et certains avantages français qui continuent, c'est-à-dire potentiellement le salaire peut être en devise, peut être divisé, une partie toujours en euros, une partie en devise locale. Quoi d'autre, on cotise toujours à la retraite dans un système français, ce genre de choses. Et le deuxième statut, qu'on appelle toujours expatrié dans le vocabulaire commun, mais en termes exacts, on appelle ça un contrat local. C'est par exemple ce que je suis. On est à l'étranger, on trouve un boulot à l'étranger, un poste à l'étranger, et on travaille dans une entreprise française ou pas. Et là, on a un contrat local, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un contrat indonésien. Je viens d'Indonésie, j'ai un contrat indonésien, et qui est traduit en anglais pour le coup. Et je suis assujetti aux lois indonésiennes, et donc je ne cotise pas à la retraite en France, ce genre de choses. Et je suis vraiment traité comme, légalement, comme une personne indonésienne, tout simplement. Après, en effet, en tant qu'étranger, dans le pays, j'ai pas un contrat, je veux dire, en termes de rémunération, d'avantages et tout ça, qui est égal à mon poste, à mon niveau de travail. Okay. Il n'est pas égal à un salaire basique indonésien, ce genre de choses, par exemple. Donc, par exemple, pourquoi je dis ça ? Par exemple, en Thaïlande ou en Asie, le nombre de congés par an est à 12 jours à peu près. Alors qu'en France, c'est 5 semaines, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, j'ai quelque chose qui ressemble à 5 semaines de congés dans mon contrat indonésien, parce que tout ça, c'est après à la discrétion de l'entreprise. En règle interne, on négocie son contrat et son package. Voilà. Donc, c'est deux choses un peu distinctes. Et en tant que Français, généralement, on préfère le contrat d'expatrié, le vrai contrat d'expatrié. Pourquoi ? Parce qu'il est potentiellement un peu plus avantageux. Moi, personnellement, ça m'est égal et c'est très satisfaisant, un contrat local, parce que comme je l'ai dit, tout est négociable, quoi. On design son contrat exactement avec tous les mêmes avantages qu'un expatrié, c'est-à-dire, par exemple, pour l'assurance santé, on a une alliance assurance santé, comme ça on a une assurance internationale, donc on a les vacances, comme je dirais, quelque chose qui s'apparente à un contrat d'expatrié, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà.
D'accord, donc toi, Grégory, donc actuellement tu travailles à Jakarta en Indonésie. Et pour le coup, toi, Grégoire, tu as aussi pu travailler donc, à l'international au Canada dans le cadre d'un programme PVT, programme vacances-travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme ? Oui, bien sûr. Donc moi, ce programme, je le découvre en 2011. Alors, je suis parti en 2012, mais j'ai ouvert en fait le dossier en 2011. C'est une amie qui était partie à Montréal l'année d'avant qui m'en a parlé. Et je savais que voilà, je voulais partir à la fin de mes études. Je ne savais pas trop comment. L'idée principale, c'était de parler anglais. Donc je voulais pas aller à Montréal pour le coup, mais donc le PVT que je découvre avait donc un partenariat avec le Canada. Donc ça, en fait, c'est un quota qui est donné par le Canada à la France et qui lui donne chaque année tant de Français à pouvoir en fait aller au Canada. Donc là, je vois par exemple pour 2025, je crois qu'il y a 6500 places, quelque chose comme ça. Et moi, à l'époque où je le fais, je m'inscris, je crois que ça ouvre en novembre pour l'année 2012, avec à peu près le même nombre de personnes, je crois que c'était 5-6 000. À l'époque, moi, où je l'ouvre, c'est un peu les premiers arrivés, premiers servis. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, on check un peu pour savoir quand est-ce que ça va ouvrir. Et quand ça ouvre, alors je crois de mémoire, on avait maximum 2 semaines avant qu'il n'y ait plus de place. C'était pas la même chose après. Et donc, ce PVT, si le dossier est accepté, donc il y a quand même des critères à respecter. Il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Je crois que le Canada, il faut avoir 30 ans maximum, quelque chose comme ça. Donc, il y a 2-3 trucs comme ça à respecter. Il ne faut jamais y être allé avant. Et ça permet en fait d'avoir un visa d'1 an à partir de la date à laquelle on atterrit en fait sur le sol canadien. Donc c'est-à-dire que si on a un contrat par exemple là pour 2025, on part quand on veut en 2025 et si on arrive le 2 juin 2025, on a un visa jusqu'au 2 juin 2026. Donc ce visa, ça s'appelle vacances-travail parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le pays, on fait ce qu'on veut. Donc soit on est riche et on profite, on voyage, et il y en a qui font ça. Ouais. Moi, pour le coup, j'étais pas riche. Donc j'avais un visa qui m'a permis de travailler. Voilà. Donc après, je sais pas dans quel détail, on pourra rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai pu travailler pendant 1 an au Canada et ça m'a permis de vivre normalement sur place à Vancouver. C'est super bien ce PVT et je pense que... Enfin, moi je sais qu'il y a des personnes qui sont parties en Australie qui sont parties par le même biais et pour le coup il est hyper intéressant. Après c'est vrai que c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Il faut se dépêcher. Alors je sais qu'il y a l'Australie, il y avait l'Argentine, Singapour, il y en a peut-être d'autres qui sont ouverts depuis. Mais je suis quand même allé un peu regarder là, les règles elles ont un peu changé. Moi, quand je suis parti, comme je vous dis, c'était les premiers arrivés, premiers servis. Et je crois que 2 ans plus tard, j'ai un pote qui a voulu le faire. Et il n'a pas pu parce que c'était une loterie absolue, quoi. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, tu vois, c'est comme un concert de Coldplay ou Taylor Swift, quoi. Soit t'es en liste d'attente, donc c'était vraiment compliqué d'y aller. Et maintenant, ça a un peu changé. Alors là, ça a ouvert le 16 décembre. Je suis un peu allé voir, je dis, tiens, je vais parler de ça, autant voir si ça existe toujours. Et ça a ouvert le 16 décembre donc, de 2024. Donc l'année dernière par rapport à la date du podcast, pour 2025. Et je crois qu'on peut s'inscrire, alors, je ne sais pas s'il y a de limite, mais maintenant c'est un tirage au sort mensuel. Donc c'est-à-dire que tous les mois, ils tirent au sort 30 personnes. Donc c'est encore un peu de loterie, mais au moins ça permet de dire, ok, je m'inscris, et puis si je tire au sort, j'ai tous les mois de l'année prochaine pour potentiellement pouvoir y aller. Voilà comment ça fonctionne maintenant. Et je crois qu'il y a 6600 places, un truc comme ça pour 2025. D'accord, bon à savoir. Ouais. Très bien. Et pour en revenir un petit peu chacun à vos 2 histoires, donc à partir du moment où vous savez que potentiellement vous partez très prochainement à l'international, comment ça se passe ? C'est quoi les étapes à suivre clairement ? Alors pour tous les 2, c'est très différent, je pense. Toi, par exemple, Grégory, comment tu te lances à partir à l'étranger comme ça pour aller travailler là-bas ? Je pourrais en raconter 2, si j'ai la possibilité. Tu as la possibilité. Ma première expatriation, elle a été, j'imagine comme Grégoire ici, en autodidacte. C'est-à-dire, on a la volonté de partir, on cherche les moyens pour le faire.
Et moi, la petite idée, elle s'est passée au travers du sport. Donc, premier pays, c'était l'Angleterre pour jouer au rugby. Et j'avais pas d'agent à l'époque. Et mon but était d'aller jouer en Angleterre. Et j'ai eu un petit déclic parce qu'à l'ECMA, j'étais à l'ECMA l'année d'avant. L'année en cours où je faisais mes recherches pour partir, j'étais à l'ECMA. D'accord. Et j'ai bien galéré à trouver une alternance. J'ai tellement galéré que je crois que j'aurais pu travailler au pôle de relations des entreprises parce que franchement, j'étais un as de la recherche. Mais bon, j'ai eu des déboires pour trouver cette alternance, mais j'ai développé le skill de contacter des entreprises, des gens un peu de partout et de me présenter et de présenter ce que je savais faire. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas le faire pour le rugby ? Je le fais pour le monde professionnel, pour travailler, mais je pourrais très bien le faire pour le rugby. Et c'est ce que j'ai fait. Allez, c'est parti, Google, site des championnats anglais. J'ai targeté, j'ai ciblé des clubs. Ensuite, site des clubs, qui travaille dans le club, donc il y a le service communication, et en fait un tableau de chasse, comme on apprenait à l'ECMA, un énorme Excel avec des contacts, des villes, des numéros de téléphone, des adresses mail, et ça a fonctionné. Franchement, avec une cinquantaine de contacts, et ben il y en a un qui fonctionne. Et c'est parti, invité pour des tests en Angleterre. Bon voilà, le pays n'est pas très loin, donc comment ça s'est passé ? Donc invité là-bas, quelques tests, le contrat à l'issue des tests, et c'est parti. Et 2 mois après, je partais pour l'Angleterre, et voilà, donc complètement, j'avais dit, en entrepreneur, quand on souhaite quelque chose et qu'on essaie de trouver les moyens, voilà comment j'ai fait. Et quand j'ai préparé mon départ à l'étranger, après, les formalités, l'Angleterre, à l'époque, était toujours dans l'Union européenne, donc c'était assez simple pour le coup. Et pour la deuxième façon dans laquelle je suis parti là, sur ma vie d'expatrié depuis les 5 dernières années, là, du coup, c'est purement dans le milieu professionnel, pour l'entreprise pour laquelle je bosse. Et là, ça se fait. Là, le processus s'était fait en interne. Voilà, une filiale s'ouvre, des postes s'ouvrent, on peut postuler et on part. Et là, c'est un peu plus sur des rails, c'est un peu plus contrôlé, j'allais dire, accompagné. Voilà, et les démarches restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut un visa. Et donc, très souvent, on monte à Paris, selon le pays, il y a une ambassade à Paris, que ce soit thaïlandaise, indonésienne ou autre. Et on se fait un visa déjà, parce que on pourrait pas... avec le passeport français, on peut voyager un peu près de partout, mais on a 30 jours sur le territoire. Et pour vivre dans un pays, il faut qu'on fasse le visa en amont. Donc la grosse préparation, c'est vraiment légal au niveau du visa. Et derrière, après, tout se déroule assez simplement. Et tu parlais déjà anglais quand tu as visé l'Angleterre ? Enfin, déjà, est-ce que tu avais un bon niveau d'anglais ? Cette première expatriation, pas énorme. Franchement, pas énorme. Et mon niveau ça t'a pas freiné, quoi, de pas avoir... Non. Et encore une fois, je vais rebondir sur une expérience avec le CEMA. Parce que mon anglais était 0 de chez 0. De mémoire, j'ai dû avoir peut-être 2 au bac en anglais. Franchement, vraiment très très nul. C'est pas mal. C'est mieux que 0. Voilà. 0. Très très nul en anglais, disons. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma galère d'alternance à l'ECMA ? Je trouve une alternance qui correspond parfaitement à tout ça, ce que je pourrais faire et qui colle bien. Super, c'était à Renault Truck, qui fait partie du groupe Volvo, et je ne parlais aucun mot d'anglais, mais vraiment aucun mot, sauf que pour ce poste d'alternance, il fallait être bilingue. Et là, je sors le coup de Trafalgar, le plus joli de ma vie, où je développe un skills d'anglais professionnel pour passer l'entretien. Donc, comment on se présente en anglais, qu'est-ce que j'ai fait en anglais, mon background, et je l'apprends par cœur, en fait, à me présenter et présenter mon background en anglais. Et c'est super bien passé, avec un peu de feeling. Et du coup, cette année d'alternance
m'a forcé sur l'anglais, donc parce que, bien évidemment, email en anglais, réunion en anglais. La moitié du temps, à Renault Trucks, on parle en anglais. Donc là, je suis passé de niveau 0 à niveau 1 en anglais. Et c'est l'année suivante où je suis allé en Angleterre. Donc j'y suis allé avec un niveau 1, si je peux dire, sur une échelle de 5. Voilà. Et donc ça fait peur, mais ça va très vite. Franchement, l'anglais, ça va vraiment vite. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je parle 90% de la journée, je parle anglais. Oui, tu parles même franglais, là, carrément. Ouais, voilà. Tu cales toujours des petits mots anglais dans tes phrases. C'est mon problème. C'est mon problème. J'ai perdu mon français. J'aimerais bien être franglais un jour. J'arriverai. Sinon, soit tu parles étranger, soit tu fais du marketing. Ouais. Market, c'est ça. Je vais viser l'étranger, du coup. Ouais, c'est mieux. C'est plus fun. C'est plus fun. Ok. Du coup, vos démarches, elles ont été hyper différentes, parce que du coup, toi, c'était pour le rugby, donc c'était une démarche hyper différente. Et du coup, Grégoire, quelles ont été tes motivations ? Moi, ma motivation, en fait, elle s'est passée en plusieurs temps, parce que ma dernière alternance est pas dingue. Alors, j'ai adoré mon année au SEMA, j'ai fait des soirées de dingue, je me suis fait des potes que j'ai encore aujourd'hui. Mais l'alternance était pas folle. Alors, c'est un sujet finalement intéressant. Moi, j'ai presque eu de la chance d'avoir une alternance qui n'était pas top. Je me dis qu'aujourd'hui, quand tu es étudiant, moi aujourd'hui, ça fait la deuxième fois que j'ai un alternant dans mon équipe, où là, pour le coup, les gars, moi, si je les forme, j'ai envie de les garder. Et quand tu es bien dans ton alternance, tu as envie de continuer derrière. Moi, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que soit travailler, soit partir à l'étranger. Et j'étais tellement mauvais en anglais, hein, je te rejoins là-dessus. Alors, j'ai eu plus que 2 au bac. Je vais avoir 7 ou 8, tu vois. Ah, non. Donc voilà, mais j'étais pas bon non plus, et pour tous ceux qui sont pas très forts en anglais, c'est pas une fin en soi, mais le meilleur moyen d'apprendre, ça reste de partir, de toute façon, ça c'est clair. Et donc ma motivation principale, c'était ça. Alors le voyage m'a apporté beaucoup plus de choses, on pourra revenir dessus, mais ma motivation principale, c'était vraiment l'anglais. Et puis pour les préparatifs, après, c'est de dire, je pars 1 an, donc qu'est-ce que je mets dans ma valise en fait ? Et pour partir 1 an, t'as beau réfléchir, au final quand t'arrives sur place, il te manque plein de trucs. Alors soit tes parents sont sympas, ils t'en envoient un petit peu, soit sinon t'en rachètes sur place. Et la période du coup entre le début du dossier et après la réponse, est-ce que t'as anticipé pour trouver un job là-bas ? Est-ce que t'as passé des entretiens peut-être en visio, des choses comme ça ? Et pour ton logement, est-ce que t'étais déjà prêt ? Pas du tout, vraiment pas du tout. Alors, il faut savoir qu'on est en 2011, ouais. Alors bon, on n'est pas dans les années 80, il y a Internet, il y a tout. Mais c'est quand même, il y a moins de choses que maintenant quand même, faut le dire. Moi, en tout cas, j'étais peut-être pas assez connecté, mais c'était pas hyper simple de trouver. Je me suis dit, voilà, je laisse ma chance. J'avais un contact sur place, parce qu'un pote était parti aussi au Canada pour d'autres raisons. J'avais un contact sur place, c'est tout ce que j'avais. Mais je me suis dit, je suis français, c'est bon, ça va le faire, le charme français, tu sais. Je me suis dit, c'est bon, c'est sûr, je vais trouver tout de suite. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mais je n'avais rien prévu. Juste avant de partir, on avait calé quand même une auberge de jeunesse sur Vancouver. Donc j'avais ça comme adresse, parce que de toute façon, quand tu passes les douanes, t'es obligé d'avoir une adresse. Ouais. Et à part ça, je n'avais absolument rien. Donc c'est toutes les anecdotes que je peux raconter sur le début de mon voyage. C'est des souvenirs exceptionnels sur le moment. C'est un peu de stress sur le présent, mais avec le temps, c'est vraiment des souvenirs énormes. Donc tu cherches du travail là-bas, sur place ? Je cherche du travail là-bas, sur place. Et tu trouves rapidement ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est chaotique le début. Je peux vous raconter mon début. Alors Oui, je raconte maintenant. Ouais, vas-y. Donc moi, j'arrive au Canada, je crois que c'est en mars. Ce qui est bien, c'est qu'on part à 3. Donc on peut faire les démarches de départ. Donc il faut ouvrir un compte en banque là-bas. Il faut un téléphone aussi, parce que j'avais pas de téléphone. Enfin, j'avais le téléphone français, mais j'avais forcément pas d'abonnement sur Vancouver. Donc on trouve un téléphone. En plus, je sais pas pourquoi, on prend le téléphone le plus moche du magasin, le truc à clapet, c'est le truc un peu à la Gossip Girl, là, le truc. Mais je me dis, mais ça a dû me casser tellement de choses derrière d'ouvrir ce téléphone. Mais bon, c'est un bon souvenir d'avoir ce téléphone-là. Donc ça, c'est les premières démarches. On arrive à l'auberge de jeunesse, donc c'est sympa, tu rencontres du monde, tu vois du monde. Donc de ce côté-là, ça se passe bien, c'est sympa de pouvoir se faire
des amis, même provisoires souvent. Et le fait d'être à 3, c'est plutôt sympa. Sauf que là, il faut trouver un appartement. Donc il y avait un site, alors j'ai oublié le nom du site sur lequel qu'il y avait à l'époque pour pouvoir trouver. Enfin bref, où tu avais des annonces. Donc j'ai essayé de répondre à des annonces d'appartements. Et en parallèle, en fait, je m'étais fait 4 CV. Parce que j'étais vraiment nul en anglais. Donc je m'étais un peu fait aider à l'auberge de jeunesse avec soit quelqu'un d'un peu meilleur que moi en anglais, soit des anglophones. Et je m'étais fait un CV pour l'hôtellerie, un CV pour la restauration, un CV pour les magasins et un CV pour les bars, sachant que je n'avais absolument jamais travaillé dans ces 4 domaines avant d'arriver. En faisant croire que j'avais travaillé dedans, forcément, c'est ça l'idée. Et en fait, je répondais donc à des annonces d'appartements et je partais, et c'est vraiment pas une vanne, je partais avec mes CV, donc j'en avais imprimé 10 de chaque. Je partais avec mes CV sous le bras et je faisais le tour de Vancouver, je les posais à tout le monde. Et en fait, quand on m'appelait, déjà je comprenais rien au téléphone. Et je ne savais pas si on m'appelait pour un rendez-vous professionnel ou si on m'appelait pour un appartement, en fait. Donc j'allais au rendez-vous sans absolument savoir où j'allais. C'était un vrai délire. Des fois, je crois que j'avais quelqu'un qui parlait bien. Je fais « Attends, viens voir, tu peux m'aider à comprendre ce qu'elle est en train de se dire ?» Et en fait, je voulais juste comprendre l'adresse où il fallait que j'aille, l'heure, pour être sûr de l'heure. Et j'arrivais au rendez-vous. Donc en fait, un peu de culot, quoi. Après, il faut éviter de se pointer à l'entretien avec le dossier de l'appartement, mais en tout cas... c'est ça. Est-ce que tu mets les deux en même temps, le dossier d'appart et tes 20 CV? Ou non, tes 40 CV finalement? T'arrives carrément avec tes 40 CV où que t'ailles. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord trouvé un appartement, donc c'était bien dans ce sens-là, parce que quand tu veux commencer un boulot, c'est quand même bien d'avoir un appartement. Et à partir du moment où j'ai un appartement, j'ai pu être un peu plus à l'aise quand même sur les entretiens que je passais. Mais j'ai passé des entretiens vraiment épiques, hein, c'était incroyable. Et puis, j'ai fini par trouver... dans un restaurant, et je vous parlais tout à l'heure d'un contact que j'avais sur place, et en fait c'est grâce à ce contact où il m'a dit tiens, dans mon restaurant ils cherchent quelqu'un, et voilà, c'est comme ça que j'ai pu trouver le boulot dans le restaurant. Les contacts aussi, ça sert toi, Grégory. Comment ça se passe? Donc du coup, comme tu nous expliquais tout à l'heure, toi, en fait, c'est ton entreprise qui te dit on ouvre une filiale dans tel pays. Donc, ils font quoi? Ils te demandent si ça te va de partir là-bas. Toi, après, c'est quoi les démarches? Est-ce que l'entreprise prend en charge une partie? C'est ça. Du coup, donc c'est pour ça que je dis que c'était beaucoup plus drivé que ma partie Angleterre. Ma partie Angleterre ressemble beaucoup plus à ce que Grégoire a vécu en autodidacte, et ça m'a fait sourire quand tu racontais, parce que... Tu t'es reconnu un petit peu. Ouais, sur le niveau d'anglais, pareil. On comprend que la moitié des choses, et c'était triste sur le moment présent, mais après, c'est très marrant. Et du coup, avec l'entreprise, c'est beaucoup plus drivé. Donc, on nous aide à partir, clairement, selon les entreprises. Si je reprends un contrat d'expatrié, là, c'est vraiment royal. Hein. Il y a un budget déménagement, on arrive, potentiellement, on a déjà visité via photo, vidéo, l'appartement, la maison. C'est quelque chose d'assez simple, finalement. Et moi, pour le coup, en termes de création de filiales, où c'est un peu plus de découverte, mais du coup, ça me gêne pas trop. Et donc, on a quand même quelques contacts sur place. Donc, on fait les préparatifs en France, les visas, un peu le déménagement, ceci, cela. On part à l'étranger, et sur place, on finit les démarches légales, les comptes en banque, c'est toujours la même chose. Hein. Compte en banque à ouvrir sur place, les visas à faire tamponner dans le pays, le working permit, permis de travail, le téléphone, j'ai déjà dit, et les registrations pour prendre un appartement ou une maison. Donc tout ça est drivé, et même plus que drivé, parce qu'on passe souvent par des agents. Donc on fait une semaine avec l'agent, et on va à chaque rendez-vous, et on se laisse un peu transporter, et c'est un peu plus simple. Est-ce que vous diriez qu'il y a des erreurs à éviter avant de partir à l'étranger? Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, on se jette dans le bain, mais au final, après, on regrette un petit peu, ou il y a des choses qu'on n'avait pas préparées, des choses qu'on a trop anticipées. Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Je pense que ça dépend du voyage. Moi, comme je l'ai fait, il y avait forcément un peu de préparation à faire. Tu es obligé de te dire, ok, je pars un an. Déjà, la première chose,
dans mon expérience, je parle, c'est de pas partir ric-rac. C'est-à-dire que c'est quand même bien d'avoir un petit peu de côté. Si tu veux trouver du boulot, alors après, je pense que tu peux toujours finalement trouver quelque chose à faire pour gagner un peu de sous, mais c'est quand même bien de ne pas avoir ce stress-là. Alors, c'est pas facile pour tout le monde, mais vaut mieux peut-être attendre 2-3 mois avant de partir et faire un petit boulot en France, mettre de côté, si on a la possibilité, soit de squatter chez un ami, soit d'aller chez les parents. Moi, j'ai pu faire ça, j'ai eu cette chance de pouvoir faire ça, pour partir quand même avec un peu d'économie. Ça, c'est le premier truc. Après, c'est une aventure, donc trop prévoir. Alors, on peut anticiper son appartement, on peut anticiper un job, bien sûr. C'est jamais grave de faire ça, surtout dans des cultures un peu anglo-saxonnes, et peut-être même d'autres pays, parce que d'autres pays dans lesquels j'ai pas travaillé, c'est pas grave de rester 2 mois, 3 mois, de bouger. C'est assez français de se dire, mince, si je suis quelque part, faut pas que je me trompe. Donc c'est jamais grave de faire ça. Mais partir à l'aventure, je pense que ça donne aussi des bons souvenirs. Et si on a un peu d'économie, au moins, il n'y a pas de risque. Oui, en fait, il faut se lancer des défis aussi quand on arrive là-bas. C'est ça. Dans les choses à éviter, c'est là où je rejoins, c'est éviter le tout parfait. C'est-à-dire cocher toutes les cases, et si toutes les cases sont cochées, je partirai. Non, là, pour le coup, tous les deux, la case anglais, elle n'était pas cochée du tout. et pas avoir peur de se lancer. Donc, bien évidemment, un minimum de préparation et de renseignements sur le pays, voilà, où on arrive, certaines règles à suivre, et ceci, cela. Et puis un matelas financier, c'est toujours, entre guillemets, une sécurité qui peut éviter bien des déboires. Voilà. Un voyage, c'est une expérience personnelle, en fait. C'est-à-dire que moi, le Canada, c'était ma transition entre ma vie d'étudiant et ma vie professionnelle, clairement. J'ai vraiment gagné en maturité sur ce voyage-là. Donc, le fait de se débrouiller seul... Tu sais, des fois, quand tu es étudiant, tu peux parfois manquer de confiance ou pas trop savoir s'il y a un truc qui s'est mal passé, si on a l'impression que finalement, voilà, les notes, ça va beaucoup jouer, ce qu'on nous dit en alternance, on s'arrête beaucoup à ça. Et en fait, quand tu voyages, c'est difficile que quelque chose se passe mal, à part catastrophe, évidemment. Mais globalement, c'est difficile de ne pas être fier de toi. Tu vas forcément te débrouiller. Surtout quand... je pense que d'être à l'étranger comme ça désinhibe. À un moment, tu n'as pas le choix de rentrer dans un truc. Moi, je vous parlais de mes CV tout à l'heure. J'aurais pas fait ça en France, quoi. Mais là, de le donner à tout le monde. Et après, quand tu travailles, quand tu as eu ces expériences-là, et en plus dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est une vraie fierté, quoi. Et c'est un vrai gain de confiance. Donc, moins t'en prépares, au final, et plus tu auras d'expérience pour te débrouiller, plus tu auras d'expérience pour te dire, tiens, comment je peux être fier de moi, quel recul je peux en faire, et ça te sert toute ta vie. Moi, franchement, encore aujourd'hui, je suis rentré quand même maintenant il y a 11 ans, un truc comme ça. Oui, il y a 11 ans. Je parle encore du Canada, quoi. Et moi, je suis rentré il y a 11 ans, tu vois, donc c'est... Et pourtant, j'ai fait plein de choses depuis, j'ai beaucoup voyagé depuis, mais je parle encore de mon expérience. Ok, donc pas se mettre de frein, vraiment oser, quoi. C'est ça, ouais. Mais quel frein tu pourrais mettre finalement, tu vois, à part la peur. Pour les gens qui sont un peu trop précautionneux et qui ont peur, justement. Rien que l'anglais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se limitent parce que ceux qui sont pas dans l'optique de j'y vais pour apprendre l'anglais, mais plutôt j'y vais pas parce que je vais rien pouvoir faire là-bas parce que je sais pas parler anglais. En fait, faut passer cette barrière-là. Après, comme tu disais tout à l'heure, on a tous, un voyage c'est perso, on y va tous avec des objectifs différents. Mais en tout cas, il ne faut peut-être pas se mettre trop de freins et se laisser guider aussi une fois qu'on est sur place, quoi. Ouais, et puis, si on parle de l'anglais, sachant que l'anglais, dans quasiment n'importe quel pays du monde, tu peux t'en sortir avec l'anglais. Si en plus tu vas dans un pays anglophone, tu as fait des études, on fait de l'anglais depuis la 6e, peut-être même avant, je crois maintenant, tu pars pas de zéro. C'est sûr que j'irai pas demain faire cette aventure-là, j'en sais rien, moi, dans un village reculé de Chine où ils parlent que chinois, je tenterai pas ça. Mais du moment que tu as quelques mots, moi j'ai une de mes meilleures amies avec qui je suis parti. Après, on n'a pas fait les mêmes expériences sur place, mais elle travaillait dans une crêperie et mort de rire d'y aller, de l'entendre dire les numéros des clients sortis tout, enfin tu vois, des trucs. Elle parlait pas bien au début, mais en fait ça le faisait parce que tu sais quand même parler anglais. Moi, quand je suis arrivé au début, l'anglais, je le parlais, et en fait, en progressant, mon oreille, je sais pas toi si t'as fait ça, mais ça. Ton oreille progresse plus vite que ton parler. Du coup, c'est rigolo parce qu'au début, tu t'en rends pas compte,
tu vois juste les gens faire des grimaces un peu comme ça, parce que tu vois qu'ils comprennent pas ce que tu dis, et comme ton oreille progresse, tu sais que tu fais des fautes. Donc ça, c'est assez drôle, mais tu te fais comprendre quand même. Et puis après, tu progresses, tu travailles, tu vois, mais il y a vraiment... Enfin, le seul frein, c'est comme dans la vie, hein, c'est une croyance limitante, et exactement. On se la met nous-mêmes. Et toi, au final, Grégoire, en fait, quand t'es parti, tu n'es pas parti seul. Et donc, toi, Grégory, quand tu changes de pays, est-ce que, bon, au final, sur place, t'as tes collègues, mais comment est-ce que tu rencontres du monde extérieur ? Est-ce que t'as des petits tips à nous dire pour ceux qui arrivent peut-être seuls dans un pays inconnu ? Aujourd'hui, c'est hyper facile, ouais. Très très simple. Tu vas sur Facebook et tu notes le nom de la ville avec le mot expatrié derrière. Donc, ou plutôt Bangkok expatrié, ou les Français à Bangkok, les Français à Dubaï, les Français à Jakarta. Et tu auras tous les groupes, du coup, des Français qui sont déjà là-bas. Et par cette même occasion, cette méthode-là, j'ai trouvé des amis je voulais continuer le rugby tout bêtement, voilà. Et donc les Français à Bangkok, et est-ce que quelqu'un fait du rugby ici ? Oui, moi, un rendez-vous, tu vas faire un entraînement, mais t'as ça pour tout. Tu fais de la guitare, si tu fais peu importe du foot et t'aimes quelque chose, peu importe ta passion. C'est énorme comme tu vas trouver un Français dans la même ville que toi, étranger, qui fait à peu près pareil que toi, et derrière, les connexions se font. Et les choses aussi que je connaissais pas avant de partir, il y a quelque chose qui s'appelle les alliances. Il y a un réseau des alliances françaises, et dans pratiquement toutes les villes, il y a une alliance française, grosse ville ou grosse capitale. Il y a une alliance française, et comment on pourrait voir, c'est comme une association de Français à l'étranger. Ils font énormément d'événements, ils ont un réseau énorme. Ensuite, tu as les chambres de commerce. Donc, tu as la chambre de commerce franco-thaï, la chambre de commerce franco-indonésienne, chambre de commerce dans chaque capitale. Et donc, pareil, de ce fait, il y a un réseau. Et on parlait du réseau, il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc, il suffit simplement de contacter une personne, un rendez-vous, et derrière, c'est parti, je te mets en relation avec cette personne, voilà, tu cherches quoi, un appartement, voilà, je te mets en relation ici, tu cherches quoi, du sport, je te mets en relation ici, avec celle-ci. Et ça va hyper vite, ça va vraiment très très vite, jusqu'à un point où, à un moment donné, je disais limite stop. Du coup, Jakarta, ça fait 2 ans qu'on y est. Et c'était tellement accueillant, voire trop accueillant, que j'avais pas un week-end à moi, quoi. Tous les week-ends, on m'avait proposé, on m'invitait, on faisait ceci, cela, j'étais sur les rotules après. Donc ça va très vite, Donc les réseaux sociaux, c'est number one. Et après, juste chercher les ambassades, les alliances françaises, les chambres de commerce, et ça va hyper vite. Très bien. Ouais, donc le réseau, il est hyper important, autant pro et perso, du coup, après. Ouais, exactement. Et ça s'y mélange de temps en temps, parce que ça dépend dans quoi on travaille, mais voilà, j'ai besoin d'expédier, par exemple, on produit du parfum, donc j'ai besoin de l'expédier, donc j'ai besoin d'un transporteur logistique. Il y a anciennement Bolloré qui opère à Jakarta, c'est un Français aussi à la direction, ça devient un ami, et hop, et ça va très vite. J'ai une petite question avant votre départ, donc dans vos destinations, en Angleterre ou au Canada. Est-ce que vous aviez des attentes particulières ? Et une fois sur place, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'elles avaient évolué ? Moi je me mets quand même une pression, parce que, comme je vous dis, ma dernière alternance se passe mal. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma dernière alternance, mais je ne suis pas dans une confiance folle quand je finis. Encore une fois, tu sors de la vie étudiante, tu te dis, là maintenant, il faut que je bosse. Et en plus, j'avais fait une alternance en tant que commercial. Donc, ce que je voulais faire après. Donc, je me dis, je pars, je ne vais pas être commercial à l'étranger. Donc, il faut que j'apprenne sur moi, il faut que je prenne du recul sur moi, il faut que je reprenne confiance en moi. Donc, ma première volonté, au-delà de l'anglais, au-delà de pouvoir travailler, c'était reprendre confiance en moi, ou en tout cas, de gagner encore plus confiance en moi, gagner en maturité, et ça passait par là. Ça passait par un boulot, ça passait par m'en sortir avec un boulot, ça passait par progresser en anglais, ça passait par toutes ces phases-là.
Et j'ai été plus que servi, c'est-à-dire que cette année, je pars sans vraiment savoir, et je passe une année exceptionnelle, vraiment dingue, avec des galères, avec plein de trucs comme ça, mais qui sont des souvenirs. Je me demande même si je me rappelle pas plus de mes galères aujourd'hui que les bons moments, parce que les bons moments, ça devient plus une routine après. Mais je vais même au-delà de ce que j'attendais. Et je connais pas grand monde aujourd'hui qui a fait une expérience à l'étranger, que ce soit comme celle de Grégory, la mienne ou d'autres, qui revient déçu. Enfin, ça déjà, si ça peut être le fil rouge du podcast, je n'ai encore jamais vu quelqu'un revenir déçu d'une expérience. On rentre toujours avec un apprentissage, quelque chose qui nous a fait évoluer, ça c'est sûr. Moi, les seules attentes que j'avais, c'était de l'expérience, de l'aventure. Voilà, on part à l'aventure, et pour le coup, j'ai été servi, ça c'est sûr. Alors, j'allais me tourner vers Grégory, mais au final, j'ai cru comprendre que Grégoire, au-delà de ton expérience à Vancouver, tu as quand même pas mal voyagé. Ouais. Et c'est quoi, dans n'importe quel pays que vous avez visité, les styles de vie qui vous ont le plus marqué, peut-être par leur différence avec notre style de vie français ou autre, les choses dont vous avez un bon souvenir, ou même mauvais, mais qui vous ont marqué? Je vais commencer par l'Asie, que je pratique beaucoup du coup. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'être dans des pays qui sont socialement moins développés qu'en France. Quand je dis socialement, c'est avec toutes les réglementations sociales qu'on connaît en France. C'est un pays très social, on a tout ce qu'il faut en aide, la Sécu, la CAF, Pôle emploi, tout ceci, tout cela. Et dans tous les autres pays, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout ça. Donc, les gens, par eux-mêmes, sont entrepreneurs. Donc, en Asie, les gens, soit ils travaillent, ils ont de l'argent, soit ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent, tout simplement. Et donc, les personnes sont organisées en famille. Donc, c'est très commun de voir toutes les familles sur plusieurs générations sous un même toit. Et donc, ceux qui sont en capacité de travailler vont travailler, ramènent de l'argent pour le foyer. Ceux qui sont plus en capacité ou par choix, restent à la maison, s'occupent des enfants, s'occupent de la popote, s'occupent de ceci, de cela, mais même dans différentes catégories sociales. Je ne parle pas de personnes pauvres ou autres, dans différentes catégories sociales. Il y a des personnes qui vont travailler, d'autres qui restent à la maison, et les tâches sont séparées, organisées comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en France, en Europe, on est là, il faut notre indépendance, vite une voiture, le permis, vite mon appart, je suis chez moi. Alors que quand on regarde leur style de vie, en fait, c'est limite, c'est étrange de vivre comme on fait en France, parce que du coup, au niveau financier, c'est beaucoup plus intelligent, limite, de vivre tous sous le même toit avec un loyer ou une maison à payer et différentes tâches organisées. Bien évidemment, il faut bien s'entendre. Mais c'était assez marrant de voir ça. Donc ça, c'est surtout en Asie, donc, et même aux Émirats. Et aux Émirats, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, je restais sur cet aspect social, c'est ce respect. C'est je crois un des pays les plus safe que j'ai fait. Ce respect de l'autre, ce respect des lois, qui est totalement limite féerique quand on vient de France, quoi. Tout le monde respecte toutes les règles là-bas, sur la route, tout c'est vraiment comme un autre monde. Franchement, je sais que Dubaï et les Émirats, tout le monde, surtout en Europe, a une vision différente, peut-être des préjugés par rapport à ce que c'est A8 ou les médias. Les influenceurs. Les influenceurs, sur les réseaux. Les 7-8, ils nous montrent Dubaï, c'est la luxure, c'est le pays artificiel, c'est tout ceci, tout cela. J'ai vécu 1 an et quelques là-bas, c'est très différent de tout ce qu'on raconte. Il y a bien évidemment cette partie hyper luxe, hyper Ferrari, Lamborghini, ok, mais il y a une partie où il y a beaucoup de familles qui vivent là-bas, il y a beaucoup de gens avec un revenu modeste qui vivent là-bas de façon toute simple, et on voit la prouesse technique
aussi architecturale et technique de la construction de cette ville, hein, de Dubaï, enfin même des autres Émirats. Et c'est ça qui m'a beaucoup perturbé, mais émerveillé aussi dans un sens, cette construction de zéro et tout ce respect des lois, des lieux, des gens. Il fait bon vivre. Franchement, il fait très bon vivre dans des pays comme ça. Et toi, Grégoire ? Donc, il faut que je trouve des pays qu'il n'a pas cités. J'ai fait aussi, alors, vraiment des pays qui m'ont marqué dans la différence, parce que c'était, pour répondre à la question, j'ai fait, donc, alors pas toute l'Indonésie, mais j'ai fait Bali, Lombok, Java, donc il y a 2 ans, et cet été j'ai fait un safari, donc en Tanzanie, voilà. Pour parler de ces 2 voyages-là, est-ce que je peux en parler d'autres ? Mais moi, ce que j'ai vraiment repéré dans ces gens-là, c'est le travail, en fait. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression de retourner des années en arrière, où moi, à Bali, je me rappelle, là où on était, tous ceux à qui on parlait, je leur disais, tiens, demain, on va dans telle ville. C'était à 3 heures de voiture, mais eux, ils y étaient jamais allés, quoi. Dire, non, moi, je peux pas. C'est-à-dire que s'ils sont pas au travail, ils sont avec leur famille, ils s'occupent de leur famille. Et pour autant, c'est des gens qui sont d'une gentillesse incroyable. Alors, évidemment, là, pour le coup, j'étais en tant que touriste, mais j'aimais bien aller un peu plus loin dans la conversation avec eux. Il y avait un moment dans un hôtel, quelqu'un de l'hôtel qui nous a fait un peu visiter les rizières, puis on a pu prendre du temps, discuter un peu avec lui. Mais sa vie, c'est le travail, quoi. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour vivre, mais ils font que travailler finalement, mais pourtant avec une joie de vivre, avec un accueil, avec une positivité. Je me rappelle même, on se baladait, donc, quand on allait d'une ville à l'autre, comme on avait les valises, on prenait un taxi, mais ce que ça rapportait aux pauvres, alors du coup tu t'en viens un petit peu plus généreux, mais cette positivité de ces gens-là, moi j'ai vraiment apprécié ça, et je trouve que le voyage, quel qu'il soit, t'apporte aussi cette ouverture d'esprit sur ces gens-là, parce que quand tu rentres, t'es content de rentrer à la maison, toujours, mais t'apprends aussi à relativiser. Et je pense qu'il faut faire ces voyages, dans un respect écologique, mais en respectant sa taxe carbone peut-être, mais en tout cas, voilà, le voyage t'apportera toujours cette ouverture d'esprit. Voilà. Je crois qu'il y a une ligne de train qui ouvre d'Europe jusqu'à Bangkok, jusqu'en Thaïlande. Jusqu'à Singapour, ouais. Ah, pourquoi pas. Ça dans un média récemment. Le voyage doit être tellement long. Plusieurs jours. Faut être accroché. Faut prendre une couchette. En train, ouais, c'est délicat. Ouais. Et tout à l'heure, tu viens d'utiliser le mot maison pour parler de la France. Et du coup, ça me fait penser à une question. C'est comment vous gérez le sentiment d'éloignement, alors que, avec vos proches, tout simplement, la famille ou les amis, sur un temps plus ou moins court, parce que 1 an, c'est rapide, mais ça peut être long aussi. Comment on gère ce sentiment d'être loin de ses proches ? Ça, moi, cette question, je me permets parce que je me la suis souvent posée. En fait, il y a la chanson d'Orelsan qui dit au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison, c'est qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Donc ça, moi, je suis d'accord vraiment à 100% avec ça. Alors, je sais pas si vraiment ce qu'il veut dire dans la musique, je ne sais rien. En tout cas, je m'arrête sur cette phrase. Et quand je pars en voyage, je suis super content de partir. J'ai envie de découvrir, je vois plein de choses. En plus, voilà, c'est le bonheur d'être quand tu es en touriste. Voilà, c'est en principe plutôt sympa. J'ai envie de découvrir plein de choses et autres. Par contre, je suis toujours content d'entrer chez moi. Pourtant, tu associes souvent le retour à la reprise du travail, etc. Donc, tu n'as pas envie d'aller travailler, mais je suis toujours content de rentrer à la maison. Par contre, quand je suis parti à Vancouver, ma maison s'est déplacée à Vancouver. Et Grégory répondra après, mais je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que moi, à Vancouver, c'était devenu ma maison. Alors après, moi, je suis rentré au bout d'1 an parce que c'était mon choix. Mais j'ai une amie là, qui est rentrée il y a 2-3 ans maintenant, ça faisait 7 ans qu'elle y était. J'ai une autre qui est toujours, il y en a qui sont rentrés avant moi, il y en a qui sont rentrés juste après moi, mais en tout cas, ça devient ta maison. Donc ta famille te manque, etc. Mais voilà, alors moi j'avais Skype à l'époque, mais aujourd'hui t'as FaceTime, t'as plein de choses qui peuvent te permettre de rester en contact avec eux. Donc
Tu vois, quand tu vois des fois, tu as des amis que tu n'as pas vus pendant 1 an, 2 ans, alors qu'ils habitent à 2 heures de voiture, et tu les perds jamais vraiment de vue. Donc, tu as moins ce sentiment d'éloignement aussi grâce au réseau. Mais tu crées ton chez-toi là-bas, quoi. Tu as ton appart, c'est pas tes meubles, mais c'est tes habits, c'est tes affaires, c'est ta cuisine, tu fais à manger, tu fais tes courses, etc. Donc, tu n'as quand même pas ce ressenti. Non, c'est sûr, je rejoins totalement dans le sens où on passe par différentes phases. C'est vrai que le début, surtout s'il est un peu aventurier, rocambolesque, on se dit mais pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que je fais ici, je serais bien mieux chez moi et autres. Moi j'ai mis quelques années avant d'un peu couper le cordon, ouais, on peut dire, avec la maison, avec la France. Et parce que ouais, j'avais cette idée de faire une expérience à l'étranger et de rentrer à un moment donné. Et voilà, après 5 ans et quelques, là, je suis plus dans la vision de me dire, parce que effectivement, là où tu vis devient ta maison. Moi, pour le coup, j'ai 2 petites qui sont nées à l'étranger, une à Bangkok et l'autre à Dubaï, qui ont 3 et 4 ans aujourd'hui. Et en fait, tu crées ta famille à un moment donné, peut-être, tu crées ta maison, tu crées ton cercle d'amis, tu as ton emploi, et en fait, ta maison devient à l'étranger. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, je suis plus dans une vision où est-ce que sur cette planète je m'installerai. Et voilà, c'est la prochaine étape peut-être pour moi, de trouver un lieu de vie voilà, qui me plaît au maximum, qui coche beaucoup de cases, et parce qu'in fine, après être parti autant de temps, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer? Quand on goûte à d'autres styles de vie, on se pose des questions. On se pose des questions. C'est comme un poisson, hein, quand tu es dans ton aquarium, tu connais que ça. Et si un jour on te met dans l'océan, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a d'autres choses qui existent. Et on aime ou on n'aime pas. Des fois, on peut se dire, non, pour le coup, ce pays-là, j'ai pas ça. Moi, ce que je préfère, c'est Lyon, c'est la France, ou autre. Mais après, aussi, on peut se dire, il y a ça qui existe, franchement, ça me plaît beaucoup plus. Et effectivement, si on est fine avec sa taxe carbone, on peut se dire qu'on n'est qu'à quelques heures d'avion de la maison, et c'est OK. Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, Grégoire. Tu as dit qu'à bout d'un moment, Vancouver, c'était ta maison. Et du coup, quand tu es revenu en France, comment tu as fait pour refaire ce lien de, en fait, non, la France, c'est ma maison? Alors, en fait, quand tu pars, tu crées une deuxième vie. C'est-à-dire que, moi, je vous disais, je suis parti, j'ai préparé avec mes amis, mais après, derrière, sur place, on a eu des aventures différentes. Il y en a une après, on s'est un peu retrouvés. Mais tu te crées une deuxième vie, en fait. Et après, tu t'es presque à dire, OK, je dois faire le choix entre mes deux vies-là. Moi, le PVT, c'était 1 an. Donc, tu as la possibilité de rester derrière avec le boulot. Au Canada, donc mon travail, moi je travaillais dans un restaurant, j'étais ce qu'ils appellent là-bas busser, je mets avec l'accent, c'est assistant serveur en fait, donc là pour le coup je faisais absolument tout ce que fait un serveur, je prenais juste pas les commandes, voilà, juste ça. Mais moi ça m'allait très bien, c'était parfait, mes collègues anglais ça m'allait très très bien, mais c'était pas vraiment la vie que je voulais. J'ai tout l'immense respect que j'ai pour ce travail, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais moi j'avais fait des études de commerce, j'avais aussi envie de ça, et presque toute l'année, j'ai su que j'allais rentrer au bout d'1 an parce que ma vie était en France. Je voulais juste, moi, atteindre mon objectif d'anglais, je voulais juste gagner en maturité, je voulais juste apprendre tout ça. Donc, je savais qu'à un moment, j'allais rentrer. Et même si j'ai adoré le Canada, j'ai adoré Vancouver, pour être honnête, le fromage, le vin, ça me manquait. La nourriture française me manquait. Et je m'en rends aussi compte aujourd'hui. Moi, c'est ma vision. Moi, j'aime beaucoup le pays. Et je vais adorer rencontrer des cultures. Je vais adorer rencontrer d'autres personnes. Je vais adorer découvrir plein d'autres coutumes. Mais je suis toujours content de rentrer en France. Donc, tu vois, pour répondre à la question, au bout d'1 an, c'était bon, tu vois. J'avais fait mon expérience. Moi, elle a duré 1 an et ça m'allait très très bien. J'ai vu ce que je voulais voir. J'ai découvert le métier en restauration et tu vois, même
pour te dire, quand je suis rentré, au début, je ne savais pas trop quoi faire. Je me dis, le temps de trouver un boulot. Je suis rentré, ça allait être l'été. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais aller bosser. Je vais trouver un boulot de serveur. Franchement, j'ai fait ça pendant un an. Je suis venu un soir. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, moi, ce truc, c'était bien à l'étranger, mais pas du tout en France. Donc voilà. Donc quand je suis rentré en France, je me suis réadapté. J'ai retrouvé mes potes. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé les restaurants français, la restauration française, donc ça m'allait très bien et j'avais une énorme aventure dans la tête, une super expérience dans la tête, donc je savais que j'étais rempli avec des batteries, enfin en tout cas les batteries que je voulais charger, complètement rechargées. Mais chaque expérience est différente. Du coup, tu as parlé de vin, tu as parlé que tu as retrouvé la restauration française. Du coup, je pose la question, sur place, qu'est-ce qui vous a le plus manqué de la France finalement ? Franchement, je pensais qu'on allait plus parler de goûter ici. Mais tu vois. Mais bon, je pose la question. C'est lui qui a pris la nutrition tout à l'heure. C'est bien obligé de trouver autre chose. Ça manque bien évidemment. Quelques doux mets français manquent, mais quand bien même, on les retrouve sur place. Il y a pléthore de boulangeries françaises, de restaurants français, de crêperies bretonnes. Voilà, les Bretons sont de partout. Voilà. Mais niveau nourriture, après, selon les pays aussi, c'est quand même assez bien desservi quand on voit que Carrefour existe dans beaucoup de pays dans le monde. On a tous les produits français. Donc la nourriture un petit peu, certaines habitudes, mais je dirais ce qui me manque le plus pour moi, c'était la famille. La famille et les amis, c'était le truc qui jusqu'à aujourd'hui manque beaucoup. Voilà. Et pour toi, du coup ? Ouais, moi, mes amis m'ont manqué. Après, pour le coup, à Vancouver, pour manger français, il y avait un marché souterrain. Et une fois, donc c'était à Noël, que forcément, j'ai passé Noël à Vancouver. Donc Noël 2012. Et donc j'ai été invité à une soirée et chacun devait ramener un petit peu des spécialités de son pays, parce qu'on était plusieurs expats, pas que des Français. Et on me dit, tiens, ramène de la nourriture française. Je suis, ok, pas de souci. Donc j'essaie de trouver où est-ce que je peux acheter de la nourriture française. Et il y avait un stand qui faisait des produits français sur un marché. Je dis, tu sais quoi, je vais leur ramener du fromage, ils connaissent pas ça. Et je crois que j'ai acheté des morceaux de fromage, mais vraiment minuscules. Et j'en ai eu pour $40. Je suis, ok, ça c'est sûr. Et tu vois, même je travaillais moi dans un resto, puis à la fin, souvent, tu sais, les verres de vin au verre, l'alcool est mauvais pour la santé, je tiens à le rappeler. Enfin, l'abus d'alcool. Merci. Mais à la fin de chaque service, en fait, on se prenait un verre de vin entre collègues. Donc c'était un Pinot Gris de British Columbia qui était absolument infâme, mais auquel je me suis habitué. Et un jour, mes parents m'envoient de France un vin, alors je ne pourrais pas me rappeler ce que c'était, mais je crois que c'était un Bourgogne un peu sympa, un peu quali, tu vois. Et je dis, tiens, tu sais quoi, je vais le faire goûter à mes collègues. Et je leur fais goûter, pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre ça et le Pinot Gris. Et c'est là que j'ai compris que le Canada était vraiment, vraiment pas fait pour la nutrition. Donc ça m'a manqué de fou. Mais voilà, c'est ça. Et puis après, les potes, les amis, la famille, ce cadre-là, forcément, ça, c'est ce qui te manque. Mais voilà, la France est un beau pays. C'est ça aussi qui est sympa quand on voyage. C'est qu'on prend aussi plaisir de chez soi, finalement. Qu'on soit français ou n'importe quelle nationalité, finalement. Je pense que partir, ça permet aussi de découvrir des richesses extérieures, mais aussi de mettre en avant les richesses du pays. Donc voilà, dans les deux sens, il y a plein d'avantages. Alors, pour reprendre un petit peu de hauteur, et tout à l'heure, Grégoire, tu disais qu'on n'est jamais déçu quand on revient d'une aventure à l'étranger. Alors, à l'heure actuelle, c'est quoi les impacts que vous ressentez aujourd'hui, à la fois sur le côté pro et perso ? Je me tourne plus vers Grégoire du coup. C'est quoi les impacts aujourd'hui que tu as encore comment ton voyage à Vancouver a impacte encore ta vie actuelle ? Déjà l'anglais, forcément, ça a impacté beaucoup de choses. Alors professionnellement, parce que en fait, quand je suis rentré, je me suis dit, ok, master 2, anglais courant, c'est bon. Les employeurs vont faire la queue pour m'avoir. Non, pas du tout. Ça, c'était un petit peu comme le job, arrive à Vancouver, je suis français. Je pense que je suis quelqu'un d'un peu trop ambitieux, des fois. Enfin, de trop prétentieux, plutôt. Mon boulot, j'ai beaucoup parlé français dans mon travail. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai pu participer à un projet qui
peut-être m'aidera aussi dans mon boulot, dans l'évolution dans ma société, parce que je parle anglais. Tous les voyages que je fais, en fait, j'utilise l'anglais partout. Enfin, encore, je disais, ce week-end, j'étais à Madrid, je parlais anglais, parce que je parle pas espagnol. Donc, l'anglais m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et ça c'est clair que s'il y a bien une langue à maîtriser, c'est celle-ci. Après, moi, je vous disais, j'avais besoin de prendre cette confiance en moi, et j'ai vraiment eu un avant-après. C'est-à-dire que quand je suis revenu, j'ai repris justement cette confiance aussi professionnelle. J'ai fait table rase de ce qui s'était passé avant. Je me suis dit, mais t'as été à l'étranger, dans un pays anglophone. J'ai travaillé dans un restaurant où il n'y avait que des Canadiens anglophones. Personne ne parlait français. Et j'ai appris comme ça. Donc forcément, tu reviens avec une pleine confiance, en fait, parce que tu as fait des choses, tu as réussi des choses, et tu as des vrais exemples à te donner à toi-même. Alors, tu rentres, les autres, moi je me rappelle, à l'aéroport, ma famille, j'ai l'impression que je n'étais pas parti, quoi. Toi, tu as vécu un an de folie, et personne ne se rend compte de ce que tu vis, mais c'est tellement riche, en fait, que ça te sert tout le temps. Et j'en parle encore aujourd'hui, je m'en sers encore aujourd'hui, et je sais que c'est une véritable fierté, en fait. C'est pas facile d'être fier de soi. Je plaisantais en disant que j'étais prétentieux, au contraire. Et je pense que l'estime de soi, qui est extrêmement importante, ça te permet de la charger aussi, puis ça te permet de prendre confiance en toi, ça te permet aussi, tu sais, comme je vous disais, il y a plein de petits moments de galère. Finalement, ton moment de galère, il te sert dans d'autres moments de galère. Et dire, attends, je m'en suis sorti là, je vais m'en sortir. J'ai galéré à trouver un boulot, mais tu finis par trouver un boulot. En France, aujourd'hui, je sais que pour trouver un appartement en location, en tout cas, je pense que la vie étudiante te permet de vivre ça, mais tu finis par trouver, en fait. Et tu vois, un voyage à l'étranger, tous ces petits trucs qui sont nouveaux, parce que tu vois, on parlait d'aller ouvrir un compte en banque, on parlait d'aller... c'est bête, mais c'est plein de petites étapes à faire qui sont nouvelles. T'as beau l'avoir fait en France, c'est peut-être logique en France, mais là-bas, ça ne l'est pas. Et tu finis par y arriver, tu finis par trouver une solution, tu finis par trouver des ressources, et toutes ces choses-là, ça te sert toute ta vie, en fait. Et je pense que je me rappellerai toute ma vie. C'est-à-dire que là, le voyage, j'en parle, mais il y a plein d'histoires, je pourrais parler comme si c'était hier. Enfin, je pourrais en parler comme si c'était hier. Et toi, Grégory, après 5 ans déjà d'expatriation, tu te projettes encore combien de temps, ou jusqu'à la fin de tes jours à l'étranger? Je me projette encore à l'étranger, effectivement. Combien de temps? Aucune idée. Mais je me projette encore à l'étranger, et je compte pas, pour différentes raisons, revenir en France. Pourquoi ? Parce que j'ai goûté, justement, pour en dire quelques-unes, j'ai goûté un style de vie qui n'existe pas du tout en France, qui me plaît beaucoup. Et pour le coup, ma vie pour le moment est à l'étranger. Si je peux aller un peu dans le détail, par exemple en termes familial, j'ai deux petites à la maison, et premièrement, les écoles françaises, le niveau est assez incroyable. C'est des écoles internationales, donc déjà depuis la maternelle, c'est en bilingue, donc en anglais-français. C'est une richesse assez incroyable. Les écoles sont un peu plus petites en termes de nombre, pour faire la comparaison avec des amis, ou même ma sœur qui les enfants à l'école ici, où ici c'est plutôt du 28-30 par classe, là-bas c'est du 20 peut-être par classe, divisé en demi-groupes, donc ils sont 10 voire moins pour le cours de français, les activités en français ou les activités en anglais. Quoi d'autre ? Le niveau de service, comme on disait, le travail à l'étranger, tout le monde est entrepreneur, tout le monde a compris en fait la loi de l'offre et la demande, in fine. Pourquoi toutes les entreprises existent, pourquoi nous on travaille dans une entreprise, parce qu'on offre quelque chose, et eux ils ont compris que ils vont chercher toujours quelque chose à offrir. Donc le niveau de service est indécent, énorme à l'étranger. Quand tu fais tes courses, il y a quelqu'un qui t'aide à les faire. Dans certains pays, on déballe ton caddie, on te les remet dans le caddie, on va à ta voiture, on t'aide à charger ta voiture. On a ce qu'on appelle des nounous, des nannies,
à la maison ou en part-time ou en full-time avec nous, qui t'aident sur le ménage, qui t'aident pour les enfants. On peut avoir aussi des chauffeurs, des cuisiniers, tout ça à la maison. C'est des choses hors du commun en France. On pourrait penser aussi que je vis comme un petit prince. Je n'ai pas tout ça non plus, mais c'est pour vous donner des exemples. Et les gens offrent leur service, leur travail, et toi, en ayant une nanny chez toi, tu fais vivre une famille derrière, quoi, parce que cette personne-là a même des enfants, a même une famille derrière que tu fais vivre, et c'est un rapport à l'emploi, un rapport à l'argent qui est tout à fait différent. Et donc pour plusieurs raisons, pareil, élever des enfants du coup dans un cadre là où on peut être aidé à la maison sur les tâches ménagères, moi ça me libère plus de 50% de temps à la maison, focus avec des enfants. Donc voilà, je leur apprends ci, je leur apprends ça. J'ai une énergie qui est totalement différente pour jouer avec eux, pour leur apprendre, pour lire des livres, tout ça, tout le temps. Quand je rentre du boulot, je m'occupe pas de demain où il y a les lessives, il y a ceci, il y a cela à faire. C'est des tâches qui sont traitées par des gens qui le font 10 fois mieux que moi et qui sont heureux de le faire parce qu'elles sont payées pour et qui font vivre leur famille grâce à ça. Et vraiment, c'est un win-win relationship qui est hors du commun. Et donc, pour toutes ces raisons, me dire revenir en France, surtout tant que j'ai des petits-enfants, je vois pas vraiment l'intérêt de revenir et, entre guillemets, rediviser mon temps, peut-être galérer à faire quelque chose que je fais hyper facilement aujourd'hui, quoi. Très bien. Et pour toi, Grégoire, est-ce que tu te verrais repartir 1 an à l'étranger un peu dans ce même bateau que tu avais fait il y a 11 ans? Alors, oui, peut-être, mais pas dans ce même bateau. C'est-à-dire que... Pardon. Je suis trop vieux maintenant. Non, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Mais il faudrait que j'ai un projet pro. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis très bien dans mon job. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a peut-être des choses qui peuvent changer, etc. Donc pourquoi pas, mais tout à l'heure je parlais d'aventure, je repartirai pas à l'aventure de la même manière, c'est plus du tout ma façon de voir ce type de vie là. En tout cas je pars à l'aventure en vacances, mais voilà, il y a l'hôtel, un hôtel plutôt pas mal, en tout cas je bosse pour essayer d'avoir des vacances un peu sympas, mais dans ce sens là, ouais, s'il y a un truc sympa qui peut me plaire, où je sais que je pourrais apporter mes connaissances professionnelles, je pourrais peut-être le faire, ouais. Alors, pour nos éditeurs étudiants ou même un peu plus âgés qui envisagent peut-être de partir à l'international, est-ce que vous avez finalement des conseils concrets à donner ou même des compétences à travailler pour s'en sortir, pour ceux qui envisagent de sauter le pas? Ouais, il y en a beaucoup. Le premier, c'est oser, hein, déjà. C'est bête, mais le premier mot, il est là. C'est oser, y aller, c'est faire confiance. Je parlais tout à l'heure de croyances limitantes. Moi, j'en parle beaucoup à mon équipe. Souvent, quand ils font pas quelque chose ou qu'ils vont pas vers quelque chose, c'est de la croyance limitante. On est le premier frein de soi-même, hein, clairement. Alors évidemment, on part pas sur un claquement de doigts. C'est pas si simple de travailler à l'étranger parce que il y a des visas, mais Grégory en est un bon exemple. Il y a plein de solutions pour partir. Étudiant, je pense qu'il y a 2 trains de vie. Il y a celui qui est un peu globe-trotteur dans l'âme. Je me fais pas de soucis pour elle, je me fais pas de soucis pour lui, parce que je pense que de toute manière, son inconscient, son âme l'amènera à faire des voyages comme ça. Moi, je m'adresse plus à celle ou à celui qui est un peu comme moi. C'est-à-dire que, franchement, moi, avant de partir, je n'aurais pas pensé sortir de cette zone de confort-là, parce que j'avais quand même ce confort de la France, et avant de partir, j'avais peur. Et c'est pas grave d'avoir peur, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et je pense qu'aller affronter cette peur, sortir de cette zone de confort-là, c'est le début de l'apprentissage. Et puis même si on se trompe, même si on rate, même si on nous dit non, il n'y a pas de réussite sans échec. Donc toutes ces étapes-là sont importantes.
Après, faut quand même être un peu carré. Moi, je vous parlais tout à l'heure d'avant-départ. J'avais à l'époque des Français, des potes qui étaient partis. Tu as évoqué aussi l'Australie pour le PVT. Et en fait, l'Australie faisait partie des pays dans lesquels, à cette époque, encore une fois, les Français n'étaient pas hyper bien vus parce qu'ils partaient étant persuadés qu'ils allaient pouvoir bosser en 2 secondes et au final, pas du tout. Donc, ça faisait un peu la fête pendant les 3 mois parce que quand tu pars, en fait, je crois que tu avais, si je dis pas de bêtises, 3 mois à peu près assurés. Et puis bref, à un moment donné, il fallait trouver un boulot. Ou en tout cas, financièrement, tu étais obligé de rentrer. Donc, il faut quand même partir avec un peu d'idées, être un peu consciencieux, se dire, OK, vers quoi je veux aller, se donner quand même un but, même s'il y aura de l'aventure, même si ça ne sera pas d'un point A à un point B, ça va forcément faire des zigzags. Mais il faut quand même être un peu consciencieux. Voilà, faut pas partir pour partir. En tout cas, si on le fait, faut se dire, OK, je le fais, ça sera un premier apprentissage, mais peut-être que je vais revenir avec cette expérience-là et repartir de manière un petit peu plus préparée mentalement, je dirais. Mais la base, c'est aller à l'encontre de son frein, et son frein, c'est soi-même. Non, je rejoins tout à fait dans le sens où faut oser. Faut oser ce voyage. Hein. On voit, je pense que tout le monde a potentiellement eu la chance de partir en vacances. On voit comment des vacances nous éblouissent, peut-être nous révèlent, nous transforment. Alors un voyage de plusieurs mois, je vous laisse imaginer. C'est sûr que c'est un game changer, c'est quelque chose qui change la vie. D'une façon ou d'une autre, ça va changer quelque chose. C'est un jalon qui va changer quelque chose, c'est sûr. Et dans cette aventure-là, en fait, il n'y a pas de réussite ou d'échec. C'est pas je suis parti, j'ai pas trouvé, je rentre ou autre, ou j'ai trouvé que 2 mois, j'ai trouvé que 3 mois, que 6 mois, que 1 an. Non, il y a pas c'est pas binaire, c'est pas j'ai réussi, j'ai échoué, pas du tout. C'est dès l'instant que tu as pris ton ticket et t'es monté dans l'avion, t'as déjà réussi en fait. Et peu importe ce que tu fais là-bas, combien de temps tu restes, c'est que du bonus. Donc franchement, c'est foncez, allez-y, parce que je pense que c'est cool d'avoir nos 2 profils, parce que par exemple, si je rebondis sur Grégoire, il est parti, il a meet ses expectations, c'est-à-dire qu'il a rencontré ce qu'il voulait rencontrer, et il sait que maintenant, il revient, c'est quelque chose de fait, c'est quelque chose qui lui a apporté, c'est dans la poche, c'est dans le bagage, c'est fait. Moi, pour le coup, je suis parti et j'ai trouvé quelque chose qui m'a dit j'ai envie de continuer. Et chaque année, c'est j'ai envie de continuer. Et peut-être qu'un jour, je vais tomber sur une année où j'ai envie de rentrer. Mais voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais voyage. Pas du tout. C'est quelque chose à faire et donc je vous invite à partir complètement. Merci beaucoup pour nous avoir partagé tout ça, toutes vos expériences, ces petits conseils à droite à gauche. Alors c'est très drôle parce qu'on vous avait préparé un petit jeu, donc un peu mythe ou réalité, on l'avait appelé les Français vs le reste du monde. Et c'est hyper drôle parce que pendant nos échanges, vous avez vraiment abordé pas mal de trucs de ce qu'on avait anticipé au final dans ce truc un peu mythe ou réalité. D'accord. Donc on va quand même vous proposer ça et justement c'est drôle parce que ça fera écho forcément à certaines choses que vous avez déjà dit plus tôt. Surtout le premier, moi, qui me fait mourir de rire parce que Grégoire l'a abordé précisément. Donc, la première question, c'est trouver un bon camembert ou une baguette digne de ce nom à l'étranger est une mission impossible. Écoute un SMIC. Mythe ou réalité ? Ah non, alors, dans les voyages que j'ai faits, c'est totalement réalité. Hein. C'est une galère absolue. Et j'ai même allé plus loin que le camembert et la baguette. J'ai même allé au croissant. Le croissant veut être copié par beaucoup de monde dans les pays que j'ai fait en se disant French croissant, je sais pas quoi. Ouais. Non, rien à voir. Voilà. C'est jamais la bonne recette. C'est jamais la bonne recette. Je pense que ça nous appartient, ça nous appartiendra toujours. Et à moins, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de Français qui sont un petit peu amusés à travailler à l'étranger. Donc voilà, mais aller chez un Français pour la baguette, le camembert et le croissant. Beaucoup imité, mais jamais égalé. C'est ça. C'est ça. Ensuite, on a les étudiants français à l'étranger vivent tous dans des colocations de 10 personnes où il faut savoir parler minimum 3 langues pour demander le sel. Non, pas du tout fake, enfin mythe, voilà. Personnellement, là à Jakarta, par exemple, je suis dans un groupe de VIE,
sur WhatsApp. Donc il y a beaucoup de stagiaires français ou de VIE qui viennent 3 mois, 6 mois, et du coup on les aide à venir, à s'intégrer, cela. La moitié ont leur petit studio à part, l'autre moitié vivent dans des colocations de 4 personnes maximum, et les mecs ou les filles ils vivent des expériences géniales. Et comme je disais, il y a toujours un groupe WhatsApp, un groupe Facebook qui t'accueille. Et donc, je pense que ce côté-là, c'est plutôt road trip, aventure, auberge de jeunesse. Là, c'est plutôt ça. Mais quand on vient pour un stage ou quoi, non, c'est un peu plus cool quand même. Après, si je peux juste rajouter un truc, je conseille vivement à ceux qui partent au début, prendre quand même une coloc, parce que c'est le début de l'apprentissage anglais. Voilà, parler avec ses colocs, se tromper, c'est pas trop grave. Moi, j'avais un Australien, au début, je comprenais rien à ce qu'il disait, mais je pense qu'il m'a quand même un peu aidé à me libérer un peu. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir des colocs au départ. Et puis même s'ils parlent plusieurs langues... Moi, t'apprends encore, tu découvres. Si t'es avec des expats ou autres, ils vivent la même chose que toi, donc j'ai envie de te dire, voilà, t'as déjà ce point commun. Ouais, puis il y a le partage d'expérience aussi, même sur place. Complètement, exactement. Donc en coloc ou pas en coloc, il y a les deux en fait. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, là, comme disait Grégory, t'es pas à 10 non plus, ça, non, t'es 2, 3, 4 max, et franchement, c'est top. On a un peu extrapolé sur les réalités. À l'étranger, les Français restent entre eux, parlent français et recréent une mini-France dans leur coin. Alors ça, moi je peux répondre à cette question sur un an, parce que quand je suis parti, je me suis dit, avec mes 2 amis, c'était deux amis filles, US, on s'est dit, ok, on fait les démarches, on fait l'auberge de jeunesse, et après on se sépare. Il y en a une qui a respecté ça pendant un an, et comme je vous dis, elle est toujours au Canada aujourd'hui. Moi, j'ai donc trouvé, après, donc j'avais une colocation anglophone, j'avais un boulot 100% anglophone, et franchement, au bout d'un moment, ça me faisait du bien de retrouver des Français. Parce que quand t'es pas dans ta langue, tu perds un peu ta personnalité, tu perds un peu ton humour, mais j'aime bien, voilà, et tu perds ce côté-là de toi, et c'est sympa de se retrouver en français. Par contre, le piège, c'est d'aller que vers les Français, parce que là, tu progresseras pas. Donc voilà, donc je peux comprendre qu'à un moment tu aies envie aussi de retrouver des Français, parce que c'est cool de retrouver aussi ta langue, ton humour, l'humour de tes potes. Moi j'ai fait ce road trip californien avec un Français et je suis content de l'avoir fait avec lui, c'est un très bon ami aujourd'hui. Mais voilà, je pense que le bon équilibre c'est parfait. Moi je rejoins, oui et non, dans le sens où on retrouve toujours une communauté française pour se ressourcer. C'est ça. Mais derrière, pas forcément. Donc on est à l'étranger, il y a cet aspect, donc je vive cette expérience, donc on va vers les locaux, on va vers les autres expats, on partage nos expériences, et c'est top. Et après, juste, pas faire trop long non plus, mais Grégory lui est resté sur pas mal d'années, donc il a eu le temps de progresser en anglais. Moi je savais que j'avais un an pour progresser en anglais, donc j'ai aussi beaucoup travaillé de mon côté. Je regardais des séries anglais, je dis pas les séries que je regardais parce que je n'assume pas, mais anglais, sous-titres anglais, je travaillais, j'essayais de parler avec mes collègues, leur dire tiens, voilà. Donc c'est important aussi d'avoir ce travail personnel pour quelqu'un qui part pas longtemps, 6 mois, 1 an. Faut vraiment profiter à 200% de la langue, parce qu'on y va aussi pour ça. Et si demain on n'a pas le temps d'y retourner, je pense intéressant de progresser dans la langue. Voilà. Mais donc mythe et réalité. C'est ça. Après, niveau série, tout à l'heure, j'ai noté la petite référence à Gossip Girl. Ça donne peut-être une idée. C'est pour ça que je me suis trahi. Il y avait ça, je crois, et 90, 210. Voilà, c'est bon, c'est dit. Passons à la question suivante. Allez, question suivante. C'était pour l'anglais. Je n'aimais pas. Finalement, j'ai fini par aimer ça. Question suivante. Fallait pas le dire. On coupera ça. Alors, ensuite, tous les jobs pris par les Français à l'étranger se résument à être serveur. On en a. Moi, oui. Non, clairement pas. Parce que du coup, je rencontre beaucoup de Français qui viennent avec un stage, un job ou quelque chose comme ça. Donc, non, pas du tout. Même des boulots très très intéressants à l'ambassade de France, ceci, cela. Donc non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les pays en Asie, ce genre de boulot, pas forcément, parce que c'est très protectionniste. Entre guillemets, en Thaïlande ou en Indonésie, tu n'iras jamais te présenter disant
je veux un permis de travail et je vais faire serveur. Impossible. C'est protégé, c'est pour les locaux, quoi. Si tu as un permis de travail, c'est parce que tu as une valeur ajoutée et que localement, ils n'ont pas. C'est comme aux US, avoir un working permit aux US, un visa, il faut se lever tôt. Faut avoir une compétence qu'ils n'auraient pas sur place. Pourquoi ils seraient OK de te donner un visa? Donc, non. Moi, je dirais non. Alors, moi, dans mon expérience, c'est quand même plutôt réalité. C'est-à-dire que tu es quand même vite dans ces métiers-là. Encore que, savoir que serveur, donc aux États-Unis, mais au Canada, c'est pareil, tu as la politique du pourboire qu'on n'a pas en France. Donc, il y a quand même beaucoup de locaux qui veulent faire aussi ce métier-là, parce que c'est un métier qui rapporte énormément. Moi, franchement, pendant un an, j'ai gagné quand même pas mal d'argent grâce à ça. Donc, c'est pas mal réalité dans mon expérience, hein, je parle, parce que moi, pour le coup, c'était pour apprendre l'anglais. Je n'allais pas, et avec tout le respect que j'ai pour ce travail, hein, c'est pas, mais moi, je voulais pas être serveur dans la vie, donc j'ai pas été serveur pour une expérience professionnelle pour plus tard. Et c'était vraiment pour parler avec mes collègues, mais j'ai vraiment eu de la chance de trouver ce travail parce que le pourboire. Et je pense que, je rebondis aussi sur ce que disait Grégory, je pense que dans beaucoup de pays, ces métiers-là ont une vraie valeur ajoutée les concernant. Il n'empêche que ton CV au tout départ de serveur a été faux, et après, il était vrai. Exactement. Cette expérience-là. J'aurais pas dû les jeter, ces CV, je devrais les avoir, parce qu'en effet, j'avais beaucoup de compétences quand je suis arrivé au Canada, sur le papier. Ça, c'est ce qu'on appelle la compétence sur le papier. C'est ça. Ne mentez pas sur... Si, mentez sur vos CV, mentez. Aïe, aïe, aïe. Gonflez-les, ça va, on peut gonfler son CV. Mais restez raisonnable sur le mensonge. Oui, quand même. Faut pas être grillé. Il y a des limites à pas dépasser non plus. Ah bah, moi, serveur, sur le premier soir, je peux vous assurer que j'étais grillé dans la seconde qui a suivi, que j'avais jamais été serveur, parce que débarrasser une table, mettre toutes les assiettes, franchement, c'est une compétence, vraiment. Bah, oui. Les Français pensent qu'ils parlent anglais couramment jusqu'à ce qu'ils aient besoin de le prouver. Ouais, je pense que c'est ça. Les Français, ça reste au niveau de la pensée. Ça ne descend pas au niveau de la bouche. Hein. Ouais, c'est assez terrible le niveau d'anglais des Français, pardon. Voilà, la compétence en anglais des Français, c'est assez terrible. Dans les deux sens. Pour un Français qui part à l'étranger, on le remarque, mais de loin, de très 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 loin. J'ai des amis allemands, espagnols, tout ça, ils ont un anglais assez parfait, avec un accent très anglophone. Et nous, quand on parle, c'est chaud, hein, c'est bon, c'est hello, my name is Craig, c'est vraiment difficile à écouter. Et dans l'autre sens, du coup, j'ai plein d'amis à l'étranger qui viennent en vacances en France, à Paris. C'est un calvaire pour eux, quoi. Ouais. Parce qu'il y a très peu de gens en France qui vont parler anglais, qui vont les aider. Donc, du coup, de temps en temps, ils ont une expérience un peu moyenne parce qu'ils ne trouvent pas le support qui est adéquat, quoi. Parce que soit on ne parle pas vraiment anglais, pardon, donc on ne peut pas les aider. Ou ceux qui parlent un peu d'anglais, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je pense que ça va évoluer, franchement, avec tous les films, les séries, les réseaux. Je pense que tout le franglais, ça évolue. Et enfin, tu nous parlais de vin tout à l'heure. À l'étranger, tous les Français deviennent subitement experts en vin, même s'ils buvaient du rosé en cubi avant leur départ. Ah mais complètement. Mais en fait, c'est même pire que ça. C'est que moi, je me suis rendu compte à Vancouver que finalement, j'avais un palais, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, alors je suis pas un grand connaisseur de vin, mais en tout cas un peu plus qu'il y a 10 ans. Mais je me suis découvert un palais, c'est-à-dire que vraiment je parlais tout à l'heure d'un vin, alors c'était pas non plus le vin le plus cher du restaurant, mais le petit vin de British. Alors il y a des très bons vins ailleurs qu'en France, hein, faut le dire, mais en tout cas moi celui que je buvais, je voyais mes collègues l'adorer, dire ce vin est génial, moi je le trouvais absolument infâme, donc je me suis dit ok, j'ai un palais de français, donc voilà, mais c'est vrai, je buvais à peu près avant de partir du rosé en cubi ou d'autres mélanges d'alcool. Voilà, on va parler de ça, mais c'est vrai. Non, mais complètement réalité là-dessus. D'un coup, on se met à énumérer des régions de vin qu'on n'a même pas visitées. C'est ça, quand même. Et ça, c'est terrible. On a cette fierté, quoi, cette fierté française. Ce patrimoine, franchement, il est... exceptionnel. Ouais, et puis on a envie de le partager, quoi.
Je me rappelle, j'avais une manager qui me disait toujours, elle se moquait de moi, elle me disait toujours in France, parce que je disais ça en fait, moi, toujours. Ça. Je pense que j'étais beaucoup dans la comparaison. Des vrais spécialistes du terroir. Mais c'est tellement vrai. Exactement. Parce que nous, on est partis juste une semaine en Chine avec Louison. Moi, je bois du vin juste pour la péter, très clairement. Et là, j'ai bu le vin en Chine et je me suis dit... T'as bu du vin ? Eh oui, avec le saké. Et je me suis dit, non, en fait, je préfère le vin français. Alors que je me la pète juste de base. Mais du coup, je rejoins cet aspect-là. Je ne sais même pas qu'il y avait du vin là-bas. Parce que t'as pas regardé. Je ne l'ai pas goûté, en tout cas. Et juste par curiosité, moi, j'avais une question. C'est du coup, c'est quoi l'image des Français dans les pays que vous avez visités ? J'ai du mal à me faire à cette idée, parce que moi j'ai l'impression d'être quand même très très bien accueilli dans quasiment tous les pays où je vais, et même, tu vois, j'ai fait l'Italie au mois de mai, je me suis dit, ouais, mais pas du tout. Alors après, encore une fois, on est touriste, mais je pense qu'on est plutôt bien vu, moi j'ai l'impression. En général, oui. Ouais. En général, oui, plutôt bien vu, ça dépend des régions et des pays, mais plutôt bien vu. Il n'y a pas trop de clichés. Du cliché, si. Ils pensent qu'on se balade avec une baguette sous le bras, ça c'est sûr. Avec un béret. Qu'on mange des grenouilles. En chantant la vie en rose. Qu'on mange des grenouilles, des escargots toute la journée. Mais tu sais, après, c'est comme, tu sais, t'as certaines nationalités dans un camping du Sud, c'est pas les mêmes non plus, ça dépend où tu vas aussi. Moi, je me rends compte que quand tu vas à l'étranger ou quand tu fais un voyage un peu long, il y a un profond respect du pays en fait, et j'ai jamais croisé de Français, tu sais, des fois tu peux te dire voilà, c'est les Français qui me font honte, j'ai jamais non plus ce ressenti là, tu vois, et au contraire quoi, les gens se disent plus tiens vous venez d'où en France, et au contraire la France fait vraiment rêver, c'est-à-dire que moi quand j'étais à Vancouver, leur rêve absolu c'était d'aller à Paris, c'était de faire la French Riviera. Moi je leur disais venez à Lyon quoi. Et d'ailleurs il y a le numéro 2 du restaurant qui a fait un road trip en Europe, est venu à Lyon pour me voir, ne serait jamais venu à Lyon parce que c'est pas la destination en tout cas qui est prisée quand tu vas à l'étranger, mais leur rêve absolu, enfin moi ce que j'ai repéré à Vancouver c'est oh là là, Paris so romantique, etc. Ouais. Il a aimé Lyon. Comment ? Il a aimé Lyon ? Ouais, bah oui, ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Jamais Lyon aurait été dans son plan de road trip en venant en Europe. Et super content de pouvoir voir Lyon, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, là, pour les étrangers, c'est Paris, French Riviera. Ça s'arrête là en France. Ouais. Mais c'est leur rêve, voilà. Du coup, pour un peu conclure ce podcast en beauté, est-ce que vous avez une recommandation culturelle qui est liée à l'international ou non, quoi que ce soit, que vous pensez judicieux à partager avec nos auditeurs ? Si je me lance, du coup, oui. On a beaucoup parlé, que ce soit tous les deux, du fait d'oser, le fait de partir, de se lancer. Et moi, une des choses dans ma vie étudiante que je faisais très rarement, donc que j'étais pas bon du tout, c'était la lecture. Et depuis, je dévore pas mal de livres. Et un livre que je recommanderais, ça serait Le placebo, c'est vous, de Joe Dispenza. Donc c'est plutôt dans le thème du développement personnel, disons. Donc tout le monde, je pense, connaît l'effet placebo, des expériences qui ont été faites, surtout au niveau médical, dans le sens où on a deux malades avec exactement les mêmes pathologies. Il y en a un, on lui donne un vrai médicament, et l'autre, on lui donne un morceau de sucre. Et l'effet placebo, la personne guérit exactement de la même manière que celle à qui on a donné le médicament. Et c'est là où on voit que l'esprit humain, quand on lui intègre une idée, une pensée, matériellement, ça se réalise. Et donc pour rejoindre ce que disait Grégoire plus tôt, qu'on est notre propre frein, et ben dans le placebo c'est vous, c'est tout expliqué comme quoi on est son propre destructeur de projet, ou alors on est son propre révélateur, et il faut juste choisir les bonnes pensées. Et donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment révéler des carrières, des vies, des projets. Donc je conseille fortement ce livre. Voilà. Moi, référence culturelle, alors j'avais aussi plusieurs idées. Je dis, allez, tiens, je vais partir sur autre chose que le livre. C'est un peu plus général, mais je me suis dit, tiens, Grégory partira peut-être là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'est un bon exemple. Et moi, ma vraie référence culturelle, c'est le sport, en fait.
tous les sports, peu importe le sport. Je pense qu'on commence dans la vie avec le sport où on est noté, où on est jugé sur le sport, et je trouve que c'est une vraie erreur parce qu'on va souvent être jugé à notre niveau sportif, alors que pas du tout, le sport c'est pas ça. Et on parlait de voyage, on parlait de croyances limitantes, on parlait de tout ça, et je pense que le sport, quand on peut en faire, mais je pense qu'on peut aussi adapter le sport qu'on fait, bah c'est le meilleur moyen de parler en fait un langage international, quoi. Et moi en tout cas le sport m'a beaucoup accompagné dans la vie, pas à un niveau professionnel mais à différents niveaux selon les sports que j'ai pu faire, et je pense que tout le monde doit un peu revenir à cette valeur-là, mais pas dans un but physique, pas dans un but de gagner, pas dans un but de tout ça, juste dans un but de partage, juste dans un but de se faire plaisir, juste dans un but de prise de confiance en soi. Et moi, c'est une culture qui me plaît. Et je peux vous conseiller des documentaires qui s'appellent Intérieur Sport. Donc voilà, ça passe sur Canal, mais vous pouvez les trouver à d'autres endroits. Et il y en a plus d'un en fait depuis plusieurs saisons sur des sports qu'on ne connaît pas forcément, avec des cartes de sportifs un peu différentes, et je pense que c'est pour moi une des meilleures ouvertures d'esprit qu'on peut avoir si on y va pour les bonnes raisons. Voilà. Très bien. Super. Merci. De toute façon, on mettra en lien dans la description YouTube évidemment les deux ressources que vous venez de nous citer. Et moi, j'en profite aussi pour rebondir sur ça, puisque, étant donné qu'on fait un épisode sur la mobilité internationale, je voulais juste citer pour nos auditeurs quelques ressources à exploiter si jamais ils ont l'ambition de partir à l'étranger, notamment Erasmus+, se renseigner sur les bourses qui existent, les bourses régionales, les bourses du Crous, mais également les organismes privés ou les fondations. Il y a notamment les bourses d'entreprise, par exemple les bourses L'Oréal. Voilà, se renseigner un peu partout autour de vous. Il y a également les services civiques internationaux, les VIE, VIA, comme tu en parlais tout à l'heure, Grégory. Voilà, il y a plein de ressources et de réseaux. Il y a aussi le réseau BPI France, pardon. Il y a les chambres de commerce internationales, les chambres de commerce et de l'industrie, pardon. Donc voilà, vraiment vous renseigner parce qu'il y a plein de moyens en fait et de ressources partout autour pour vous permettre de partir à l'étranger. Et pour revenir aussi un petit peu à l'ESEMA, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre pôle international, puisqu'on a obtenu très récemment la certification Erasmus+. Voilà, et donc il y a aussi des possibilités de mobilité avec l'ESEMA, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Eh ben, on vous remercie pour ces échanges. On espère que ça vous a plu autant que nous. Complètement, merci à vous. Totalement, ouais. On pourrait y parler encore 2 heures, moi. C'est ça, mais ça reste un peu long à écouter. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, peut-être vos LinkedIn ou vos réseaux sociaux, si jamais vous souhaitez les partager? Ouais, on pourra vous transmettre ça en description, LinkedIn, réseau social, ça avec plaisir d'aider ou de répondre à des questions en direct, avec plaisir. Génial. Ouais, s'il y a besoin voilà, juste d'échanger, c'est pas forcément un conseil particulier pour comment je pars à l'étranger, mais en tout cas, je serais absolument ravi d'échanger. Très bien. Eh bien, on vous remercie. À nos auditeurs, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ce podcast. Pensez également à activer la petite cloche sur YouTube pour avoir toutes les notifications et ne rien louper. Et on vous dit à dans un mois pour l'épisode 6 de Ça dit quoi ? Ciao.